PSG, ouais. PSG-OM d'ailleurs, PSG-OM, ouais, exactement, de ce dimanche soir. Heureusement que c'était pas au Vélodrome. Ouais, ouais, c'est clair. Mais d'ailleurs, bref, comme ça, enfin très 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 rapidement, Nico, qu'est-ce que toi t'as pensé du match en lui-même, du match, qu'est-ce que t'en as pensé? Tu nous as dit tout à l'heure que c'était facile entre guillemets de jouer contre 11 fantômes. Qu'est-ce que t'en as Ah oui, pensé? parce que c'était le néant. Alors, il y a eu la tête de Vitinha sur la barre et malheureusement, c'est le tournant du match parce qu'il y a 1-0 pour Paris à ce moment-là. Et là, on se dit, s'ils égalisent, c'est peut-être un autre match. Alors, peut-être qu'on aurait perdu, que l'OM aurait perdu, je ne sais pas. Ça, on ne le saura jamais. Mais le problème, déjà, c'est la composition de départ. Quand on met trois défenseurs centraux face à un seul attaquant de pointe, bon, il y avait les deux ailiers, puisque Luis Enrique propose toujours son 4-3-3. Mais là, on a Abardonado qui, donc l'entraîneur intérimaire de l'OM, qui propose trois défenseurs centraux, les excentrés avec Klos et Lodi. Et ensuite, on a seulement trois milieux axiaux et deux attaquants avec Aubameyang et Vitinha. Et là, on se dit, ben, peut-être que c'est un message comme quoi ils ont peur. Vu le contexte actuel, ils vont essayer de défendre. Et ça a envoyé un message fébrile au Paris Saint-Germain. Et je ne sais pas si c'est ce genre de composition qui a malheureusement joué sur l'esprit des joueurs, le fait que ah ben, on va essayer de ne pas prendre une valise, c'est un peu l'impression que ça a donné. Ah oui. Et bon, ben, on se prend il y a un but qui est marqué à la 7e par Hakimi, superbe coup franc d'ailleurs. Et j'ai l'impression que ça Tu crois pas, Nico, que Oui. tu crois pas, Nico, que le Abardonado aurait pu faire la compo qu'il voulait? Il y avait juste une différence de niveau énorme entre les deux équipes dimanche soir. Moi, en fait, paradoxalement, je veux dire que cette année, je pense pas que la différence de niveau soit si énorme que ça. Et je pense sincèrement qu'un bon OM dans un bon état d'esprit peut gagner au retour au Vélodrome, hein. Moi, c'est pas, même si Paris, pour moi, est plus costaud que l'année dernière, sur toutes les lignes, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais moi, je continue, j'ai cette théorie depuis le début de la saison. Je pense que le Paris Saint-Germain va probablement avoir plus de facilité en Ligue des Champions qu'en championnat, parce qu'en championnat, ils vont perdre des plumes en Ligue des Champions, parce qu'ils vont aller loin en Ligue des Champions. Et j'ai envie de dire, j'espère que les adversaires de Paris en Ligue 1 vont profiter justement des quelques points laissés en route par Paris pour essayer de ne pas trop se faire distancer, parce qu'on sait très bien que si Paris joue à fond et que les autres ne jouent pas, Paris distancera les autres en championnat. Et je pense que l'OM, cette année, a quand même fait un recrutement de qualité. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut jouer ensemble et puis il faut croire en soi-même. À l'Ajax, ils ont eu cette force de caractère qu'on n'a pas retrouvée hier soir. Surtout à l'Ajax, ils ont attaqué. Ils ont eu la balle, Oui, ils ont attaqué. mais je pense, alors l'Ajax est quand même plus faible que le PSG, on est d'accord. Oui, Ah bah Mais c'est oui. le c'est jour et moins la qu'on puisse nuit, dire. hein. La défense de Non, l'Ajax, non, c'est un mais, gruyère, hein. oui, mais C'est- encore une fois, l'Ajax, on est en Coupe d'Europe. La Coupe d'Europe, c'est quand même toujours un niveau au-dessus, même deux tons au-dessus du championnat. Donc voilà. Mais je pense que hier soir, l'OM a pêché non pas par niveau intrinsèque, mais en termes de mental. Et il n'y avait pas ni la grinta, ni l'état d'esprit suffisant pour gagner un tel match. Et pourtant, au début, enfin avant la rencontre, Abardonado, justement, il a mis le point entre guillemets que sur ça. Du coup, c'est presque étonnant. Son premier, comment dire, sa première phrase voilà, enfin, même d'avant-match et même d'après-match, après, voilà, il s'est dit déçu par voilà, l'intensité de ses joueurs et tout. Mais lui, enfin, voilà, il voulait comment dire, une équipe à son équipe, c'est-à-dire, voilà, agressive dans le bon côté. Il a pas arrêté de le préciser. Mais on l'a pas vu, ça. On a vu vraiment l'OM, je sais pas, genre vraiment arriver et partir. Les passes ratées, le fait de ne pas être le premier sur le ballon, c'est pas seulement la faute de Paris qui joue bien. C'est qu'à un moment donné, si vous faites une passe à 2 mètres et qu'elle arrive sur l'adversaire, bon, bah, ça va être compliqué de faire du jeu et de construire. Et ça, et d'ailleurs, c'est un petit peu la faute des autres équipes françaises, le péché des autres équipes françaises face à Paris. C'est cette idée d'être impressionné et de se dire, ah ben, bon, bah, même quand Ouais. Paris perd, on a l'impression que Je les suis, autres je vont pas en suis, je profiter. suis, je suis d'accord avec toi en règle générale, mais sur le match d'hier, pas tout à fait quand même. Je trouve que là, le pressing du PSG, il était très bon. Le niveau technique individuel de chaque face-à-face, il était en faveur des Parisiens. Je pense Non, pas mais que ce eux ont soit fait le l'état match qu'il d'esprit. fallait, il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense qu'il y a un décalage technique. Il y a voilà, sur ce match-là, en tout cas, je dis pas qu'au retour, dans 6 mois, ce sera pareil, mais là, sur ce match-là, il y avait juste une différence de niveau flagrante, techniquement et collectivement. Mais du coup, il y a comment du coup, que ça a vraiment genre marqué comment dire, le niveau d'intensité aussi faible de la part
de l'OM. de Marseille. Bah non, parce qu'en plus, Ah, je sais Dans pas ce si vous sens avez que je vu parle de ça, les moi, de réactions, l'identité de. mais les Oui, vas-y. réactions, il y a Gigot qui a parlé, il y a Mbemba qui ont parlé, ils ont tous les deux Gigot a dit, entre guillemets, on a été trop gentil, Mbemba a dit, on n'a pas fait ce qu'il fallait, donc non, il n'y a pas que nous qui nous sommes rendus compte. Mais moi, je pense qu'il y a au-delà de ça, même si les joueurs en ont pas parlé, mais il y a malgré tout le contexte. Enfin, tu peux pas l'enlever. Enfin, les mecs, c'est un bordel sans nom dans le club. Voilà, à l'OL aussi, c'est un bordel sans nom, par exemple, au niveau de la présidence, la direction. Et sur le terrain, ça se ressent. Voilà. Bien sûr. Bien Donc, il y a sûr. aussi ça qui fait. Ils étaient un peu, je pense, et puis Paris est bien au-dessus. Mais c'est normal, c'est l'équipe de Ligue des Champions contre une équipe de Ligue Europa. Ah, C'est normal que. Voilà. Donc, c'est pour ça aussi que. Voilà. Et puis Paris avait des meilleurs Non, arguments. mais Marseille on peut en parler avait pris de, même 3 il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas on si peut longtemps parler que de ça. 2 minutes quand même du Voilà. niveau de Paris, parce que Paris, notamment au niveau de la défense, on en touché un mot tout à l'heure, le Paris qui défend, ce qui ne faisait pas du tout la saison dernière et depuis 2, 3 saisons, c'est que là, on a un niveau de pressing collectif de très bonne qualité qui se rapproche peu à peu des pressings qu'on voit à Manchester City ou au Bayern Munich ou ce genre d'équipes qui ont dominé l'Europe depuis ces dernières saisons. Chose qu'on n'avait pas du tout vue à Paris sous l'ère Qatari. Faut aussi le souligner, ça, quand ça défend Bah, collectivement, que ça, ça coulisse bien et que ça agresse ça, c'est la en patte Luis permanence. Enrique, hein. Il l'a toujours Patrice dit. Enrique. Il a dit que lui, son objectif principal, c'était que dès la perte du ballon, ses joueurs allaient presser, hein. Voilà, Et on l'a vu contre contre-pressing. l'OL, on l'a vu contre Dortmund, et on l'a vu contre Exact. Marseille aussi, hein. C'est sa patte, hein. Exactement. ouais, Après, honnêtement, on y reviendra au même niveau contre du. Nice, hein. Alors après, ils perdent contre Nice, mais ils font pas. Il l'a dit à un moment. Il dit, ouais, moi, j'ai limite vu un meilleur match contre Nice que contre Lyon. Ça, Donc ça, c'est pour c'est ça que voilà. ça, Ça, c'est vrai. c'est sa patte. Absolument. Mais après, on allait revenir après à la victoire, enfin au PSG en soi, entre guillemets. Après, parce que je voulais même aussi revenir sur les premiers buts, entre guillemets, de Ramos, Colomani, etc. Mhm. Donc enfin, on y reviendra après. Hum. Mais là, je voulais juste, enfin Ok. voilà, qu'on se mette vraiment, enfin qu'on parle vraiment du match de l'OM en soi et justement de la situation de Marseille. l'OM. Nico en parlait tout à l'heure. Mais ouais, et Greg aussi en parlait tout à l'heure. La situation, tu penses que c'est aussi la situation qui a pesé mais tu vois, enfin, l'Ajax, c'était le lendemain de tout ce Bah qui oui, s'est c'est ce que j'ai passé. dit, c'est ce que je voulais dire, ouais, c'est ça. Donc Moi, moi, j'ai, ça moi, j'ai l'impression que moi, psychologiquement, c'était trop dur Mhm, d'enchaîner 2 matchs de très haut niveau d'affilée Peut-être. au vu du contexte actuel. Et que je C'est pense que possible. contre l'Ajax, il y a eu une telle dépense d'énergie liée à la Coupe d'Europe, c'est tout à fait normal. mhm, Mais il y a et on sait que la Coupe d'Europe impose une usure mentale également. Mais là, imaginez l'usure physique et mentale, puissance 10, avec ce qui s'est passé auparavant. Je pense que là, c'était beaucoup trop pour aborder un match d'un tel niveau, parce que le match de Paris, c'est un match de Ligue des Champions. Voilà, c'est le Mm. match de l'année pour l'OM. Pour Paris aussi, c'est un des matchs de l'année, hein, même si le niveau est quand même supérieur côté parisien, mais quand même, ça reste un match de très haut niveau, arrangé parmi tous les matchs de Ligue des Champions que fera Paris cette année. Et je pense que c'était trop pour l'OM, au niveau du contexte, de mhm, supporter 2 matchs d'un tel niveau C'est sûr. d'affilée. Et comme a dit Bardonado, et j'ai bien aimé son discours à la fin du match, le fait de dire ce n'est pas une excuse parce qu'il y a plein de facteurs qui ont fait que l'OM a fait un mauvais match. Mais quand vous rentrez le vendredi matin à 5 heures du matin, que vous avez un seul jour pour préparer le match, que vous devez vous redéplacer le dimanche ou le samedi soir, bon ben, ça fait beaucoup. Et Paris a Alors eu que, quand même alors, 2 jours de récupération alors que, supplémentaires. et Paris jouait à domicile contre Dortmund, En ça n'a plus, rien à voir en donc termes de vraiment, fatigue. là c'était pas possible. Ouais. Après, je suis Donc, d'accord, mais c'est le lot de toutes les équipes. Brighton, par exemple, a joué dimanche après-midi. Donc, mais moi, je pense, au-delà de ça, c'est vraiment le contexte. Bien sûr. Tu joues, tu sais même pas qui va être ton coach, tu changes tout. En plus, il faut pas oublier quelque chose, c'est que Marseille a quand même une semaine compliquée parce que malgré tout, bon, alors Toulouse, ok, mais Toulouse est quand même en Europa League. Donc, Marseille, en fait, a enchaîné trois équipes 3 européennes. matchs durs, ouais, c'est vrai. Donc, faut pas oublier ça. Et puis Paris, forcément, c'était voilà. mhm. Vous Et parlez beaucoup puis de. l'intensité qu'il y a eu, c'est vrai que pour revenir contre l'Ajax, elle était énorme. Puis Voilà. À Bardonado, il a dû probablement se concentrer à fond sur l'Ajax et tout donner mentalement et techniquement par rapport à son niveau d'entraîneur naissant qui est le sien.
voilà, et enchaîner avec un déplacement à Paris, ça devait être très compliqué à C'est clair. préparer pour lui aussi. Je sais pas si on peut parler de la situation cette décision de partir de Marcelino, pour moi, c'est incompréhensible. De venir partir en pleine préparation d'un match de Coupe d'Europe. En plus, ce que j'aurais dit, si c'est une trêve internationale, on peut comprendre. Là, en sachant qu'en plus, il n'avait même pas participé à la réunion, quand même, je trouve ce contexte assez étonnant et ça pose quand même des questions de savoir quand des entraîneurs s'engagent avec un club, savoir quand même assumer sa position. Et là, je me pose des questions, moi, de savoir Toi, comment tu ne- peut-on quitter son poste. Voilà, il y a des moments où on se demande, mais je crois que Eric Dimeco en avait parlé cette semaine. Face à une adversité, un contexte difficile, il faut savoir où on met les pieds. Et s'il y a la moindre incartade, vous partez, bon, ben là, c'est la fuite en avant de tous les entraîneurs. Enfin, c'est Non, assez mais là, Marcelino, étonnant ce il qui s'est avait pas passé. il avait pas les épaules pour entraîner l'OM, de toute Ah, évidence. Hein. je Il sais a pas. quand même entraîné le FC Valence, qui est quand même une équipe. On sait que Valence, c'est quand même aussi un club à forte personnalité. Ouais, Non, et puis, Moi, ça et m'étonne. puis, et puis, je sais pas, mais Ouais, mais enfin, bon. Après, l'OM, Très Marcelino, déçu. c'est Je un ne vais pas vous Espagnol cacher, je suis aussi, très hein. déçu de cette attitude-là parce que moi, j'étais confiant avec Marcelino. C'est quand même un entraîneur qui a prouvé ses compétences par le passé, gagnant une Coupe du Roi contre le Barça en 2019 notamment. Et c'est vraiment dommage parce que c'est une histoire qui aurait pu être belle et qui a été entachée enfin, qui s'achève au goût amer, en fait. non, je suis d'accord, parce qu'en plus, sur le plan comptable, c'est pas bon, Marcelino, mais c'était pas si horrible, entre guillemets. Enfin, genre, le match contre le Pana, ben, ils doivent le gagner 10 fois. Il y a des matchs, c'était contre qui? C'était contre Metz et tout ça. Enfin bref, les matchs, ils bien doivent être sûr. gagnés sur le niveau pur et sur ce qui a été proposé dans le match. Tu dois les prendre. Et après, enfin voilà, c'est beaucoup trop, peut-être beaucoup trop arrivé, mais sur le plan comptable, du coup, c'est pas bon. Mais je pense que c'est dur, et on en parlait juste avant les vacances, enfin les vacances, la pause qu'il y a eu de l'émission, euh, sur la méthode, comment dire, sur la méthode Longoria, et le fait de virer, du coup, enfin, à chaque fois, voilà, changer 10 joueurs, d'en reprendre 10, et voilà, faire un turnover tout, Échanger l'entraîneur échanger aussi. l'entraîneur à chaque fois et tout ça. Ben, je veux dire, il faut limite encore plus de temps, du coup, à chaque fois, pour que l'entraîneur puisse s'adapter. Et là, je pense que Marcelino, c'était pas forcément que c'était pas le bon homme ou le bon entraîneur ou quoi. Je pense qu'il aurait fallu encore lui donner encore plus de temps. Mais après, voilà, là, c'était la décision, c'était la sienne. Mais j'avoue que même les supporters, ils n'ont pas été très très patients avec lui, je pense. Non, et puis on peut parler de l'attitude scandaleuse des associations de supporters qui ont beaucoup trop de pouvoir et je pense que c'est en ce sens que Longoria a communiqué cette semaine en disant que à Marseille, peut-être plus qu'ailleurs, les associations pardon, de supporters ont beaucoup de pouvoir, même beaucoup trop, et que cette crise, en fait, elle doit avoir au moins le mérite de peut-être remettre les choses à plat. On voit trop souvent, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait quand même plusieurs semaines, voire plusieurs mois, qu'on voit des supporters venir. Toi, Greg, tu es bien placé pour en parler à Lyon, qui viennent venir avec les capots, qui viennent faire la morale aux joueurs. C'est un vrai débat hein, de savoir est-ce que les supporters peuvent se permettre de faire ce genre de choses ou pas. Mais on se rend compte que ça devient beaucoup trop. On l'a vu à Clermont, je crois, il y a 1 ou 2 semaines aussi, où les supporters se permettent de venir haranguer les joueurs. Et c'est quand même un vrai débat qui existe aujourd'hui. Mhm. Ouais, c'est clair. Pour en revenir à Marcelino, et du coup, ben, on parle beaucoup enfin, forcément à Bardonado, pardon, n'est que pour l'instant, entre guillemets, qu'un coach intérimaire. Peut-être qu'il jouait gros aussi hier, s'il y avait un résultat ou quoi, peut-être qu'ils auraient pu se dire, ah, ben, pourquoi pas finalement le garder peut-être un peu plus, je sais pas. En tout cas, il a apparu très marqué en conférence de presse, ça c'est sûr. Euh, mais du coup, donc, ouais, entre guillemets, sauver cette situation de l'OM, il y a deux coachs donc, qui sont un peu sortis dans la presse. Jaime Pacheco, Nicolas n'est pas du tout content que ça sorte, mais il y a aussi, du coup, Christophe Galtier,
Greg, toi, est-ce qu'il y a un de ces deux noms, je sais pas, ou en tout cas, est-ce que Galtier te semble pertinent pour reprendre l'OM? Est-ce que c'est pas le bon moment? Qu'est-ce que tu en penses? Bah, en termes de palmarès, je trouve que c'est un bon choix. Après, très sincèrement, on va être très honnête, en termes de personnalité, s'il fait ça, c'est une girouette absolue. Je suis désolé. Je ne vois pas comment déjà Nico parlait de l'association des supporters. Je vois pas comment il pourrait accueillir Galtier bien. Le mec sort de Paris. Voilà. Donc c'est une catastrophe. Maintenant, en termes de niveau, oui, je trouve que c'est correct. Il a un palmarès, il parle français, il connaît la Ligue 1. Voilà, mais après, le problème, c'est que j'ai peur que Marcelino n'avait pas de passé, entre guillemets. Lui a déjà un passé, c'est pas le plus resplendissant. Donc, je trouve que pour moi, ce serait une énorme connerie, mais vraiment, de la part de Longoria. Là, Longoria, il y a le feu à Marseille. Si honnêtement, il veut éteindre le feu, faut tout sauf prendre Galtier, très sincèrement. Oui. Voilà. Sinon, là, il va raviver le feu. Et là, on va se poser aussi des questions. On va se dire, honnêtement, est-ce qu'il ne cherche pas aussi? Parce que là, c'est pas le bon moment du tout, quoi. Moi, j'avais vu rapidement, c'est une rumeur, hein, mais j'ai vu circuler le nom de Roberto Donadoni. Bon, c'est pas oufissime, mais j'ai vu ça ce matin aussi. Mais pour moi, Galtier, s'il fait Ouais. ça, Enfin, votre saison, Nico, je suis désolé, mais ça va être un naufrage pas possible, pour moi, hein, en tout cas. Qu'est-ce que tu en penses, toi, d'ailleurs, Nico? Parce que moi, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Parce que Bah, moi, j'ai un avis moi, je aussi. pense que ça dépend toujours aussi de la façon dont on présente les choses et dont on communique. Je pense que la façon de communiquer, elle est importante aujourd'hui. Si, par exemple, Longoria vient dire oui, ben, est-ce que vous préférez en gros d'avoir Pacheco ou d'avoir Galtier? Les supporters de l'OM, ils vont aller vers Galtier directement. Maintenant, le problème, c'est sûr que si on vous dit bon, bah, Galtier il vient, c'est l'entraîneur qui sort du PSG dans le contexte actuel, Greg a raison de souligner le fait que ce serait un risque bah, avec notamment les responsables d'associations de supporters qui ont Longoria dans le viseur clairement, même Ah, mais si Christian Cataldo. vous dites une Oui. chose et son contraire, parce que vous dites les supporters ont trop de pouvoir, et en même temps, vous dites il faut pas risquer Non, mais je parle des de les associations, parce mécontenter. il y a une distinction très importante à faire entre les associations de supporters qui sont censées représenter les supporters, notamment ceux qui sont dans les virages, les South Winners, les Dodgers, etc., et le supporter lambda qui, faut savoir que pour la majorité d'entre eux, soutiennent beaucoup plus Longoria que Rachid Zerwal ou Christian Cataldo, par exemple, qui sont parmi les responsables des associations des virages du stade Vélodrome. Il faut savoir que ce soit Zerwal ou Cataldo, ce sont des gens qui, si dans le nom, ils représentent les gens qui vont au stade, les supporters ne se sentent pas du tout représentés par ces gens-là. Et en grande majorité, Longoria a le soutien des supporters de l'OM en général. Donc, c'est ça aussi, le problème, c'est encore une fois là, une minorité qui fait beaucoup de bruit, mais derrière, il n'est pas dit que le supporter lambda, si on lui dit Galtier, bon, il y en a qui vont avoir le réflexe de se dire il a entraîné le PSG, mais après, c'est de savoir, si vous comparez à Pacheco ou Donadoni, ils vont vers Galtier directement. Enfin, moi, le premier, en tant que supporter, je dirais bah, Galtier, ça serait un moindre mal. Maintenant, en termes de jeu, me proposer Galtier, euh, moi, je préférais quelqu'un comme Marcelo Gallardo ou quelqu'un voilà, qui a du jeu à proposer, qui a proposé une philosophie plutôt offensive. Et là, avec Galtier, on ne peut pas dire que ce soit du jeu très offensif. Mhm. Non, parce que au-delà de ça, surtout parce que c'est pas comme si. Parce que là, vous me dites Galtier, Pacheco, c'est comme s'il y avait que ça, mais il y en a plein des entraîneurs. Enfin, moi, j'en ai la preuve, hein. Avec l'OL, pendant une semaine et demie, on a bouffé de ça, hein. On a du Glasner, on a du Potter, on a du Lopetegui, on en Lopetegui, a ouais. plein des entraîneurs. Donc, il y a. Enfin voilà, ils peuvent quand même trouver autre chose. Et moi, je pense que sincèrement, si Longoria prend Galtier, au-delà de ça, c'est un peu qu'il cherche parce qu'il sait très bien que même sincèrement, un supporter lambda, je suis pas sûr qu'il soit fan de Galtier. Et puis en termes de jeu aussi, c'est pas comme si tu. Voilà. Donc Longoria te vend, entre guillemets, Marcelino, le beau jeu, tout ça. Ils vont chercher des joueurs un petit peu techniques, rapides, Sarr, Ndiaye, Lodi, et vous leur mettez Galtier. On a vu comment ça s'est passé au PSG aussi. Voilà, il y a Julien Stéphan aussi, s'ils veulent un Français qui peut, pourquoi pas, être Ouais, correct. Donc ça me après, il faut convainc voir, moins mais non bon. plus. Julien Stéphan, ça s'est souvent mal fini à Rennes et à Mais Strasbourg. il est beaucoup moins clivant que Galtier. Galtier est très très clivant, surtout en ce moment, quoi. Voilà.
C'est vrai qu'en plus, on Ça- est dans une période où le marché des entraîneurs est quand même assez restreint. Donc, vous allez sûrement prendre un entraîneur qui vient d'être limogé ou qui est libre. Si c'est un entraîneur libre à cette heure, à ce niveau, à ce moment-là de la saison, c'est souvent un entraîneur qui, soit par choix, a fait une année sabbatique Sauf, ouais, ou sauf soit qui n'a Glasner, pas été pris. Soit qui n'a pas été pris. qui a gagné l'Europa League avec Oui, bah, Francfort quand même. Glasner, Glasner, c'était ouais, pas mal. qui était pisté par Lyon. Et puis au pire, tu prends Gattuso à ce niveau-là. Et puis voilà. Là, au moins, ça va mettre le feu au Non, merci. Vélodrome. Ça, c'est sûr. Pourquoi pas, Bah, hein. Glasner, ça serait une idée, mais il faut savoir qu'Oliver Glasner, c'est un personnage très clivant aussi, qui à Francfort, à la fin, c'est un entraîneur qui s'est souvent fâché avec ses directeurs sportifs. Donc, à voir si avec Ribalta, ça irait. Et deuxième anecdote, c'est Franz Beckenbauer et l'OM, ça n'a pas très bien marché en 1990. Il venait d'être auréolé d'un titre de champion du monde avec la Mannschaft et Bernard Tapie l'avait pris à la place de Gérard Gilly et il avait duré, je crois, 3 mois, même pas. Mhm. Donc on n'a pas un souvenir impérissable des entraîneurs allemands, mais bon, on verra. Attention, hein, On va Glasner est voir. autrichien. Ah oui, L'Autrichien. tu as raison, il est Eh autrichien, oui. pardon. Donc, Mais c'est vrai qu'il a. Bon, il est dans le foot T'allais allemand. t'allais dire c'est pareil. Oui, Non, on a vu que t'allais dire c'est pareil. Non, tu as raison, c'est vrai qu'il est autrichien, mais comme il y en a beaucoup qui sont dans le, dans le championnat d'Allemagne. Donc, non, vous parliez de français avec Julien Stéman, il y a aussi Philippe Montagnier, l'ancien coach de Toulouse, qui est libre. Je sais pas Ouais, si c'est ça moins, te... Non, c'est moins clinquant non oui, plus. c'est moins, Jocelyn c'est moins Gourvenec clinquant. aussi. Non, mais il y en a quand même des entraîneurs. C'est pour ça que Ouais, Galtier, mais ça me bon, paraissait quand même un petit peu. ouais, mais je suis pas sûr que Philippe Montagnier reste un bon entraîneur. c'est ce que moi je Jocelyn trouve. Gourvenec, c'est mal fini à Bordeaux. C'est vrai que l'OM, en plus, déjà, c'est un club particulier, mais en plus, on parle d'un club quand même comme Lyon, comme Paris, qui joue la Coupe d'Europe chaque année. Il faut quand même avoir les épaules solides. Et voilà. Sinon, il y a Glasner, Zidane. par exemple, a gagné une Coupe d'Europe, donc c'est quand même. Moi, je trouve que Galtier, ce serait quand même une bonne idée. Après, évidemment, hein, il y aurait les trois quarts du public qui hurleraient, ça c'est sûr et certain. Mhm. Mais c'est quand même un type qui a gagné le championnat de France avec Lille, avant de le gagner avec Paris, et qui connaît la Ligue 1 comme sa poche, qui connaît tout le monde, tous les entraîneurs, tous les joueurs, tous les entraîneurs adjoints, tous les arbitres. Pour jouer le titre en Ligue 1, je pense que c'est la meilleure option. Mais évidemment, c'est pas Et, forcément le meilleur style de jeu Non, et le choix des et puis supporters. aussi, au niveau de son moment actuel, avec toutes les affaires enfin, avec les affaires de racisme là, Hmm. qui lui, Il va être voilà, joué en décembre, ouais. La date exactement. de Bah, Il y a ça décembre. aussi à gérer. est-ce que Donc, lui, bon. il veut pas attendre plutôt, je sais pas, je me dis, je suis pas sûr que ce soit le meilleur moment même pour lui. Et sinon, il y a Zidane qui est libre. Non, Nico, t'en penses quoi? Zidane avec des repreneurs saoudiens. voilà, c'est ça. Pourquoi pas? Ok, bon, bah Ce alors serait ce serait le bon timing hein, de faire un Big Bang pour McCourt de se débarrasser, de vendre un prix raisonnable à des Saoudiens qui mettraient Zidane en entraîneur et qui injecteraient des centaines de millions d'euros pour concurrencer les Qataris. Alors, ce qui est certain, c'est que si Longoria, en l'état actuel, imaginons dans un monde parallèle, arrivait à convaincre Zidane, il n'y a plus de crise à Marseille, hein. C'est fini. c'est clair. Ah ben là, tout le monde sera derrière lui, hein, non, ça. Mais par contre, il y a une réflexion que je me fais, c'est de savoir est-ce que le fait de faire venir Galtier, alors comme Greg le disait, ça peut mettre le feu aux poudres, c'est vrai, vu le contexte actuel, mais est-ce que c'est pas, quelque part, ça serait un espèce de coup de poker de la part de Longoria de faire confiance à Galtier et que si à la fin de saison on a une surprise et qu'on ramène un titre, de montrer aux supporters que son choix était Il le avait bon. raison. Ah oui, c'est Mais ça. ça, c'est un coup C'est de une façon poker. pour, ce serait une façon pour lui de reprendre la main Exactement. sur les clubs, Et pour de les dire c'est supporters nous qui aussi, décidons. Oui, bien sûr. de Non, réaffirmer mais son autorité. à ce compte-là, c'est bien, mais à ce moment-là, tu mets le sportif totalement en dehors, quoi. Parce que Non, là, en parce fait, que s'il a des c'est une résultats, guerre d'ego. si- Ouais, mais c'est Galtier, vrai faut que pas. Galtier à Paris, franchement, c'était catastrophique. Je veux bien qu'il ait été bon à Lille, à Nice, et Nice encore, ça se discute. Mais c'est un club qui est bien moins clivant, bien moins important. En plus, là, il va arriver avec des joueurs qu'il a même pas choisis. Enfin, pour moi, mais sincèrement, c'est souvenons-nous, une très très mauvaise idée. Après, ils font ce qu'ils veulent, hein. Mais pour moi, c'est une souvenons-nous très quand mauvaise même. idée, personnellement. Mais souvenons-nous que Galtier, quand il arrive l'année dernière, il aborde une saison quand même pré-Coupe du Monde, post-Coupe du Monde.
Donc c'est quand même une saison très particulière. On n'est pas du tout sûr qu'il ne serait pas arrivé la même chose à Tuchel ou à Emery. Absolument, Au absolument. moment où on a une Coupe du Monde, où vous avez vos meilleurs joueurs comme Neymar ou Messi notamment, ou même Mbappé, qui flambent en début de saison, parce qu'il faut se souvenir quand même que le trident flambait à tour de rôle, les trois en même temps flambaient. Et que quand vous revenez de la Coupe du Monde, vous récupérez un Neymar en lambeaux et Messi on va dire, traîne la patte parce que il a eu l'objectif de sa vie, c'était la Coupe du Monde, c'était plus la Ligue des Champions avec Paris. Donc, je pense que le contexte de la saison dernière était quand même très particulier et que On a pu... aussi l'effectif a ouais. été mal construit et qu'il y avait un manque au niveau du banc de touche qu'ils ont rectifié cette année. Mhm. Ok, ben justement, tu parlais du PSG et du banc, ce qu'ils ont rectifié cette année, c'est parfait. Parce que c'est justement Vas-y. voilà, exactement, une passe décisive, la passe décisive parfaite. C'était du coup les premiers buts hier soir aussi, donc des recrues Gonçalo Ramos, donc qui a marqué un doublé, et de Kolo Muani qui a du coup marqué et fait une passe décisive. Ousmane Dembélé aussi a fait une passe décisive. Bon, on va pas parler J'allais de, le dire. c'est ça, on va pas parler de toutes les J'allais le dire. recrues forcément, mais on va dire voilà les premiers buts de ces deux-là. Euh, Qu'est-ce que, David, tu soulignais tout à l'heure même l'aspect aussi défensif du PSG, mais c'est un effectif bien mieux construit que celui de l'année dernière et comment dire, bien plus équilibré aussi. Bah, c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire qu'il y avait 3 joueurs qui défendaient pas la saison dernière et qui justifiaient pas forcément par leur exploit offensif le fait de ne pas défendre. Mhm. Là, on a une équipe qui défend, qui tient la balle. Donc ça, c'est le jeu de possession, c'est la stratégie Luis Enrique. Donc c'est le style Barça, hein, le style Guardiola. Donc défendre en attaquant, à posséder la balle pour ne pas être en danger défensivement et évidemment qui impose une grande rigueur technique pour pouvoir marquer des buts, malgré le fait qu'on est rarement en train de créer la surprise pour l'adversaire. Ça, c'est la tactique de Luis Enrique. Donc ça, c'est très très difficile à mettre en place dans un groupe qui ne l'a pas pratiqué depuis la plus tendre enfance, comme c'est le cas des gamins de la Masia de Barcelone. Mais là, il a un effectif à sa disposition qui techniquement est au niveau pour le faire. Le pressing, comme je le disais tout à l'heure, qui est la clé de voûte d'une équipe qui peut performer en Ligue des Champions et qu'on n'avait jamais vu à ce niveau-là à Paris. Et puis effectivement, la complémentarité des joueurs. Bon, l'effectif a été complètement renouvelé. Quand on regarde un match du PSG cette année, on reconnaît à peine des joueurs qui étaient là la saison dernière. On aperçoit Donnarumma dans les buts, on aperçoit Marquinhos, Non, on reconnaît Vitinha de dos. On a Hakimi, Hakimi dans la continuité et Mbappé. Voilà, tout le reste, c'est des nouveaux joueurs. C'est assez hallucinant d'avoir d'ailleurs modifié à ce point-là un effectif d'une équipe qui joue la Ligue des Champions. Tout a été changé. Aile droite, aile gauche, milieu de terrain, tout a été changé. La non, défense centrale. quand je disais Hakimi, c'est parce que vraiment on dirait un nouveau joueur. Sous Enrique, Ah, bah, là, il a fait 6 mois vraiment très très moche la saison dernière. Il mettait plus un pied devant l'autre. Et là, il a retrouvé ses jambes et un talent même qu'on lui méconnaissait, parce que ce coup franc direct, moi, j'avais jamais vu tirer un coup franc direct. Je sais pas si vous l'aviez déjà vu tirer un coup franc direct par le passé. Non, je crois J'avais- pas. j'avais- Je crois avec le Maroc, je pense qu'il en avait mis. C'est ça, exactement. C'est ce que j'allais dire. Et puis Enrique, il a Surtout dit. son efficacité aussi. Parce que contre le Dortmund aussi, il est à la Ouais, conclusion d'une superbe action. Et en plus, il il est n'est pas loin de buteur. marquer un doublé Super. hier. Superbe. Absolument. Ce double contact, ouais, non, c'est Après, il est incroyable. libéré aussi parce qu'il a il a un grand latéral devant lui. Donc, il est aussi, il dédouble en permanence avec son latéral qui va pas forcément trop défendre quand lui monte. Mais par contre, Ouais. dans la stratégie, sa coulisse derrière, il le sait. Il sait qu'il a le droit de monter. Et il s'en prive pas. Il vient créer le surnom. Bon, c'est tout à fait dans l'esprit de la stratégie du jeu à la Luis Enrique. C'est Ça, clair. c'est parfait. C'est clair. Nico, j'avais eu une question pour toi que j'ai complètement oublié tout à l'heure. Euh, on n'a même pas parlé du fait que Mbappé soit sorti à la 35e, 36e, 39e, je sais même plus. Enfin bref, voilà, aux alentours de la 30e minute de jeu. Alors, on n'a même pas parlé, alors que voilà, ces dernières années, ça a été un peu l'homme des classiques, on va dire presque à chaque fois. On n'en a même pas parlé. Ça en dit long sur ce que Enrique fait avec ce PSG ou ça en dit plus long sur le niveau de l'OM hier soir?
Non, je pense que ça en dit long sur le banc de touche qu'a Paris cette année. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas Mbappé, mais vous avez Barcola, vous avez Kolo Muani, vous avez Ramos, vous avez Dembélé, vous avez Carlos Soler qui joue à peine parce qui que sert à rien. voilà, faut qu'il augmente son niveau parce que sinon ça va être dur pour lui. On oublie Marco Asensio quand même, Qui est blessé. Ouais, qui est c'est vrai. blessé. Voilà, donc Kangin voilà, Lee. j'en ai cité 6 ou 7 là qui l'année dernière, quand vous aviez l'année dernière, et j'oublie Ekitike. Donc ça fait quand Qui même sert à rien. beaucoup de monde, hein. Qui sert à Voilà. rien non plus. Ouais. L'année Ouais. dernière, tu vois, David, toi tu dis il sert à rien. Solaire et Ekitike, c'était eux les remplaçants de C'est vrai. Messi, Neymar et Mbappé l'année dernière. Donc ça en C'était dit long, je pense, titulaire sur quasiment. la Ouais. richesse de l'effectif du PSG cette année. Non, mais quand Et, tu achètes pour 300 millions de joueurs, heureusement que tu as un effectif copieux, parce que sinon ce serait Ouais, mais t'achètes souvent pour catastrophique. 300 Bah, millions. va dire ça à Chelsea. Hein. C'est ça. Il y en a plein. Et puis même le PSG, j'aurais souvent acheté beaucoup, mais là, cette année, c'est qu'ils se sont pas trompés ou très peu. Vous Pour savez, l'instant, on on va dire. parle souvent de la cible. Moi, je parlais souvent du recrutement de Liverpool qui était vraiment ciblé. On parlait souvent de Solo Outside, Exact. Alexis Mettez un joueur, McAllister, etc. mettez le paquet sur un joueur, ouais. Ouais. Exactement, mais vraiment comme Guardiola à Manchester City, c'est-à-dire en fait, là, cette année, il y a eu beaucoup de joueurs achetés parce qu'il fallait faire beaucoup de changements. Je reste convaincu que l'année prochaine, ils feront par petites touches à l'image de ce que font City, et Liverpool ou le Bayern, et que vous allez garder une ossature vraiment, parce qu'ils ont acheté quand même de jeunes joueurs comme Kolo Muani ou Barcola. Je pense que là, il y a une vraie base de travail et il y a une vraie base de très bons joueurs, tous internationaux, et le fait de pouvoir cibler au niveau des manques. L'année Donc, dernière, Paris n'avait pas de numéro 9. Mais vraiment pas, parce que même Mbappé jouait Non, ce pas. rôle-là et c'est pas un 9 intrinsèquement parlant. Ramos, son but de la tête, il est magnifique. C'est un but de vraiment vrai neuf. Exactement. Même son deuxième, il fait le geste juste, le geste parfait sur la passe. Voilà, il arrive devant le gardien, il tremble pas, il met le petit extérieur du pied dans le petit filet. Enfin Ah, bref. Ramos, on en avait parlé, Vous avez c'était deux pour lui neufs le cette parfait. année. Hein. À Paris, il y a deux neufs, il y a Ramos et Ouais. et en fait trois si on compte Ekitike. Mais Colomoni. voilà. C'est ça. Donc, Et du coup, donc, avec tout ce qu'on vient de dire, Greg, limite, la meilleure recrue du PSG cette année, ça a été en fait Luis Enrique. Pas de très loin, quoi, presque. Ah bah oui, oui, totalement, oui, bien sûr. Non, mais ils ont été. C'est aussi Alors, grâce à lui que tu peux construire tout ça. on va rappeler exactement. qu'Mbappé aussi est sorti parce qu'il a été aussi blessé hier. Hein. C'est pas, il l'a pas fait sortir Non, non, par bien sûr, non. plaisir. Hein, Mais moi, c'était mais pas non, ça mais ma question. Ma rapidement. question, c'était, tu sais, sur le Non, fait non, mais que. c'était pour revenir juste avant. Ouais, ouais, bien sûr, ok. Mais tu vois, Voilà. c'était pas parce que, bah, en Mais fait, non, non, oui, tu vois, clairement. c'est Bah c'est ouais, ouais, limite même pas un sujet, quoi. Alors que tu vois, ça pourrait en être un si. Mais Voilà, t'as dit si un on était truc vraiment. très juste, Ruben, tout à l'heure. Je voulais revenir sur ce petit point technique, c'est il a sorti Vitinha et il a mis Barcola dans son 11 de départ hier pour jouer au milieu, non pas pour prendre la place poste pour poste de Dembélé à droite, mais pour jouer au milieu, dans un milieu beaucoup plus offensif, avec Barcola et sans Vitinha. Et ça, c'est très intéressant. Ça, tout le monde l'aurait pas vu. Enfin, moi, j'y avais pas pensé personnellement. Et bon, lui, c'est sans doute pour ça qu'il a insisté pour avoir Barcola dans son effectif, c'est pour faire ce genre de coup. Et ça, c'est très intéressant, effectivement. Si, Du coup, désolé, Greg, on t'a coupé, tu disais. Non, mais oui, oui, on parlait de Luis Enrique. Oui, c'est la. Bah, il y a deux choses pour moi qui sont je pense, qui sont les socles de ce mercato. C'est déjà donc d'avoir, enfin trois choses. D'avoir donc fait dégager Messi et surtout Neymar. Voilà. Ensuite, d'avoir gardé aussi Mbappé. Bon, malgré tout, ça a été compliqué, mais ils l'ont gardé. Et ensuite, bah oui, c'est le fait d'être allé chercher enfin un entraîneur de renom, parce que depuis quelques années, Paris n'avait pas d'entraîneur de renom, quoi. Donc voilà. Et là, tu vois que tu prends un entraîneur de renom. Alors, c'est le début de saison, mais tu sens que c'est différent. Même la mentalité de l'équipe est différente. et Voilà. après, quand même, Et après, Campos a aussi bien travaillé malgré tout. Nico disait, ils ont pas mis le paquet sur un joueur, ils en ont acheté plusieurs, mais ils ont acheté plusieurs très chers. C'est-à-dire on a quand même genre 80 millions pour Gonzalo Ramos, 95 millions pour Randall Colomwani et 60 millions pour Ugarte. Juste sur ces trois-là, on est quand même sur des sommes astronomiques et on confirme qu'on voulait vraiment ces joueurs-là et pas d'autres, quoi. Et Lucas C'est juste Hernandez aussi est arrivé pour plus de 40. Hein. Lucas Hernandez, Et c'est très cher. Ouais. Greg parlait d'un entraîneur de renom, mais il y a une chose qui est essentielle. Ils ont surtout un entraîneur qui a déjà gagné la Ligue des Champions, et ça, ils Bien ne sûr, l'avaient pas eu depuis Carlo Ancelotti absolument. en 2012-2013.